Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'optimisation de code. C'est une série que je voulais commencer il y a un moment où je vais vous montrer quelques trucs pour améliorer l'exécution des programmes. Que ce soit en traitement de l'image ou en intelligence artificielle, on a d'une part des volumes de données qui sont très importants et en plus on a des quantités de calcul qui sont aussi très importantes. Donc bien sûr, lorsqu'on veut accélérer nos programmes, nos traitements, on peut améliorer l'algorithme, bien sûr, mais on peut aussi, avec une meilleure connaissance du matériel, améliorer, augmenter cette vitesse d'exécution. Et donc je commence cette série avec cette vidéo, et aujourd'hui je vous propose de parler des caches CPU. Alors on va commencer par voir deux petits programmes très simples. On va faire un travail sur des tableaux parce que très souvent on a à manipuler des tableaux. Donc juste avant, je vais faire un petit préambule pour voir comment on stocke les tableaux en mémoire. Alors ici on a notre RAM et dans la RAM on va y trouver, on peut dire, deux types de données. La première c'est le code, c'est-à-dire notre programme, les instructions dans le langage du processeur, qu'en général on appelle l'assembleur. Et on a ensuite les données sur lesquelles va travailler notre programme. La mémoire étant linéaire, il va falloir, lorsque l'on veut stocker un tableau en deux dimensions, arranger les données selon un ordre. Alors bien sûr, c'est ce que l'on fait généralement, mais on pourrait faire ça de façon différente. Mais assez souvent, on ne s'embête pas, on stocke les données, je vais dire ligne par ligne. Si bien que lorsque l'on veut accéder à une cellule de notre tableau, par exemple ici à la cellule 2.1, alors attention, les offsets commencent bien sûr à 0, on a un tout petit calcul à faire. Si ici on a l'adresse du départ de notre tableau, du point de départ de notre tableau, donc à 0,42 c'est les départs et on a la cellule A, il suffit de faire dans cet exemple 2 fois la largeur de notre tableau plus 1, puisqu'ici on veut le deuxième élément, tout ça multiplié par la taille de notre cellule. Donc si on est sur des entiers 32 bits, ça sera multiplié par 4 octets. Donc ici, de 1, on aurait quoi? On aurait 2 fois 3 plus 1, ici on va se décaler de 7, donc on va arriver sur H, c'est exactement ce que l'on veut. Donc c'est une façon de stocker quelque chose qui est en deux dimensions dans cette mémoire qui est en une dimension. Donc regardons maintenant les deux petits programmes avec donc une différence au niveau du code qui sera infime mais qui va entraîner de très grandes différences de performance. Voilà les deux programmes. Alors on va définir une taille de tableau. Ici je vais prendre un gros tableau, 20 000, puisque souvent on a des données très importantes à manipuler. Donc la taille du tableau à 20 000, on va travailler sur des flottants 64 bits, on discutera de ça aussi tout à l'heure. Donc on va commencer par faire une allocation. Donc on va demander size fois size multiplié par sizeof de ceci, par sizeof de ceci. Et ce que l'on va faire, alors là ça n'a pas trop de sens, mais c'est un exemple, je vais incrémenter tout ce qui est en mémoire. J'ai pas initialisé avant, c'est juste pour l'exemple, peu importe. Ce que je veux, c'est parcourir tout mon tableau et incrémenter toutes ces valeurs. Alors, que ce soit test 2 ou test 1, j'ai exactement le même programme avec le même espace en mémoire qui est consommé. Il y a une seule toute petite différence qui est ici. Ici, comme on le voit, il est écrit J multiplié par size plus I. Et ici, I multiplié par size plus J. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici sur le programme qui est ici? Je parcours mon tableau selon les lignes. Et sur le programme qui est ici, je le parcours selon les colonnes. Si je reprends mon slide ici, je parcours ici, j'incrémente en incrémentant A, puis B, puis C, etc., etc. Et dans le deuxième programme, je fais d'abord A, puis D, puis G, et j'incrémente selon les colonnes. Mais dans les deux cas, on va faire exactement la même chose. Donc là, la quantité de mémoire consommée est la même. Le nombre de plus ici est exactement le même. Le nombre d'instructions est exactement le même. Les deux programmes sont très similaires et parfaitement équivalents d'un point de vue algorithmique. Bien, compilons tout ça.
Alors on va faire GCC de test 1, non je vais commencer par le 2, c'est-à-dire le programme qui s'exécute colonne par colonne. Et on va regarder le temps qu'il prend. Donc ça va mettre quelques secondes, le tableau étant très grand, 20 000 sur 20 000, voilà, on est à 9 secondes, 9 secondes,4. Donc c'est plutôt immense d'ailleurs vu le processeur, mais c'est très très long. Et on va faire exactement la même chose, bon voilà, on a un temps très similaire, on va faire la même chose avec le programme numéro 1, qui lui travaille ligne par ligne. Et là je mets 1,8 secondes. Donc là on a une différence de temps qui est absolument considérable. Le ratio est énorme, 9.4, on est presque à on est à plus de 6, 1.8, non on est un peu plus de 5 pardon, donc voilà, 5,2 fois plus rapide. Donc le ratio est vraiment énorme et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors si on simplifie un peu notre ordinateur, on va avoir au minimum donc un CPU qui est là pour exécuter des instructions. Et on va avoir une mémoire. Bien sûr, il y a plein d'autres éléments, comme par exemple un disque dur, et bien d'autres choses, des bus, des microcontrôleurs. Mais on va juste regarder ces deux éléments. Donc notre CPU va exécuter le programme qui va bien sûr être stocké en mémoire. Quand on exécute un programme, on ne va pas l'exécuter directement sur le disque dur. Il doit d'abord remonter en RAM. Donc on a une zone de code dans laquelle on va avoir donc notre programme en assembleur et les données sur lesquelles on va travailler. Et au niveau du CPU, on pourrait dire micro-mémoire, les registres. Donc par exemple ici dans notre code, on pourrait dire qu'on va chercher la donnée qui est à telle adresse dans l'espace de données, on la remonte dans un des registres, puis on va chercher une autre donnée, on la monte dans le deuxième registre, on fait un plus et on redépose tout ça sur les données. Donc voilà un exemple de petit programme. Alors quand on regarde un peu l'histoire des processeurs et je vais dire des cartes mères pour simplifier un peu la chose, on a à chaque fois eu deux grandes batailles, je dirais. Les CPU qui attendent des données du bus, donc un CPU qui est très rapide mais qu'il faut alimenter. Et ça c'est un problème, c'est qu'il faut avoir une RAM et des bus qui soient rapides pour apporter de l'information suffisamment rapidement. Sinon le processeur a beau être extrêmement puissant, a beau être très rapide, si on ne l'alimente pas suffisamment rapidement, il va passer la moitié de son temps à attendre de l'information. Donc il y a du gâchis. Et il y a d'autres périodes où au contraire les bus étaient très rapides et c'était les CPU qui n'arrivaient pas à suivre. Mais ce qu'ont fait les constructeurs de CPU à un moment, c'est dire on va ajouter au niveau du CPU une mémoire supplémentaire, donc on appelle cache, qui va avoir la caractéristique bien sûr d'être beaucoup plus rapide que la RAM. Alors elle est rapide, l'accès à l'information est plus rapide pour deux raisons. La première est que cette mémoire est beaucoup plus performante que la RAM, mais elle est beaucoup plus chère. Du coup, on ne peut pas, par exemple, construire toute cette RAM dans cette même technologie, parce que le matériel serait hors de prix. Donc déjà, comme ce cache est largement plus petit que notre mémoire, on peut se permettre d'avoir une mémoire qui ait des performances très bonnes. Et la deuxième chose est la distance. C'est bête, mais si on a une distance, si on a une information à aller chercher à 10 cm ou à 2 mm, il est clair que même si ça peut paraître très peu, il y a tout de même des différences de temps qui sont notables. Et là où on va gagner, c'est sur la latence. Donc pour ces deux raisons, meilleure technologie et différence de distance, on a une mémoire qui est plus rapide et qui a des temps de latence beaucoup plus faibles. Donc en gros, lorsqu'on va travailler dans cette mémoire, on va avoir des performances absolument extraordinaires. Lorsqu'on va travailler, il va falloir aller chercher de l'information en RAM pour la mettre dans le cache, parce que le processeur ne travaille jamais directement en RAM, il va chercher de l'information. Donc là, tout sera mis dans le cache. Si on a cet aller-retour à faire entre RAM et cache, on va perdre du temps et les performances vont s'écrouler. Et la question suivante est donc, comment remplir ce cache? Alors là, il existe différents algos. Il y a des choses qui peuvent venir en tête assez rapidement, par exemple se dire on va mettre dans le cache les données statistiquement les plus souvent utilisées. On peut imaginer plein de choses, mais avant de
d'aller voir ce que sont ces algorithmes, il y a une chose que l'on peut noter et qui est extrêmement importante, et qui va nous permettre d'augmenter énormément les performances. Lorsque le CPU va aller chercher de la donnée ici, bien sûr sur demande de notre programme, il ne va pas se contenter de ramener par exemple que le flottant qu'on va lui demander, mais il va récupérer tout un bloc d'informations. Assez souvent, le bloc minimal est de 64 octets, mais ça va dépendre des processeurs, ça va dépendre des constructeurs. Donc là, il faut aller regarder, si on veut savoir quelle est cette valeur, il faut aller regarder dans la documentation du constructeur. Mais peu importe sa valeur, ce qu'il est important de savoir, c'est que lorsque je demande un flottant, ou lorsque je demande un entier, le CPU ne va pas rechercher que ce flottant. Il va rechercher un bloc largement plus grand pour le monter dans le cache. Et ça, c'est intéressant à savoir parce que ça veut dire que si, lorsque j'ai fait mon traitement sur la donnée qui m'intéresse, je vais faire un traitement sur la donnée qui est juste à côté en mémoire, il y a de très fortes chances pour qu'elle soit dans le cache. Par contre, si sur ma ligne suivante, dans mon programme, je vais travailler sur une donnée qui est beaucoup plus loin en mémoire, il y a peu de chances pour qu'elle soit dans le cache et il faudra faire cet aller-retour pour aller chercher de l'information. Donc là, on peut gagner énormément en performance. Donc si on revient à notre programme, qu'est-ce qu'on avait fait dans test 1? Dans test 1, on a dit que l'on parcourait la mémoire selon les lignes. Et ici, on les parcourt selon les colonnes. Donc, si je reprends mon slide d'avant, dans une méthode, je fais un traitement sur A, puis sur B, puis sur C, puis sur D, etc. etc. Dans l'autre, je fais A, et ensuite on va sauter. Alors ici, on saute une quantité de mémoire qui est très très faible, mais on imagine bien que sur un très grand tableau, imaginons que ce tableau soit très très grand, lorsqu'on va passer de A à D, on va faire un bond en mémoire qui va être immense et qui va être largement supérieur à la taille du buffer qui a été remonté en cache. Et là, on va perdre beaucoup de temps. Donc c'est ce que l'on voit sur le programme qui est là, et c'est ça qui explique la différence de performance entre ces deux programmes. C'est ce qui fait que celui du bas est plus de 5 fois plus rapide que celui du haut. Et on peut d'ailleurs le vérifier avec un outil, un petit outil de statistique. Alors, on va lancer, je vais recompiler test 1. Et on va faire la chose suivante. Alors, il va falloir faire un perf-stat et lui demander ses valeurs. Elles sont assez intéressantes. Alors, il y a plein de valeurs intéressantes à voir. Il faut savoir que les constructeurs nous donnent des statistiques d'utilisation sur un certain nombre de choses. Donc ça, c'est sympa pour justement faire de l'optimisation. Il ne faudra pas oublier de lancer ça sous route. Il faut des droits particuliers pour avoir cette information. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Voilà, test 1, on y va. Donc, test 1 est plutôt rapide, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, alors ici, on a cette ligne qui est intéressante. Ici, des cache miss, il y en a un petit peu plus d'1 million. Alors c'est très peu par rapport à ce qu'on fait. Donc là, on est en train, le CPU est en train de nous dire, parmi toutes les demandes de données en mémoire que j'ai pu faire, il n'y a eu que 1 million de ces données qui n'étaient pas dans le cache et il a fallu aller les chercher en mémoire. Et le chiffre qui est là, ici je suis en train de dire que à 74% du temps, enfin plus de 74% du temps, lorsque j'ai demandé une donnée, elle était dans le cache. Et le reste du temps, elle n'y est pas. Alors ça, c'est un chiffre qui est plutôt très très bon. On va voir ce que l'on a avec donc, le programme qui lui est mauvais, puisqu'il travaille par colonne. Il ne travaille pas sur la donnée qui est à côté. Là, on va avoir quelque chose d'horrible, normalement. Voilà, donc ici on a 59 millions de cache miss, hein, donc là on a explosé des records, mais un mauvais record. Et on a la donnée dans le cache uniquement à 7% du temps. Donc voilà un très très mauvais chiffre. Donc là j'ai fait les deux pires programmes, hein, deux programmes qui sont aux extrémités. Ça c'est un très bon chiffre ici, 74%. Ça c'est vraiment un très mauvais chiffre. Donc quand vous voyez ça sur vos cache miss, vous savez là que vous pouvez énormément augmenter la vitesse de votre programme. On va regarder un autre programme dans lequel celui qui a fait ces quelques lignes a fait une petite erreur.
alors pas une erreur donc au sens algorithmique, hein, mais dans le sens où son programme ne va pas être très rapide. On va imaginer qu'on ait envie de faire la chose farfelue suivante. Dans notre tableau, on veut incrémenter de 1 toutes les colonnes paires, et on veut incrémenter de 2 toutes les colonnes impaires. On va le faire de deux façons différentes. Ici, on parcourt tout le tableau, donc en sautant de 2 en 2 hein, nos éléments. On parcourt tout le tableau et on ajoute des 1. Et on parcourt une deuxième fois tout le tableau et on y ajoute des 2. Ici, on va le faire d'une autre façon. On va parcourir tout notre tableau, mais on va incrémenter de 1 la donnée et on va incrémenter de 2 la donnée qui est juste à côté. Vous voyez que la différence ici, on a juste un plus 1. Hein, on va traiter la donnée immédiatement à côté. Donc là, vous l'avez compris, on va être beaucoup plus rapide ici. Et la différence de vitesse ne vient pas du fait qu'il y ait plus de lignes ici, il vient du fait que lorsqu'on traite notre donnée ici, puisque on a aussi une donnée sur laquelle on va faire des opérations, et on sait que cette donnée est juste à côté en mémoire, eh bien autant le faire directement, parce que ça veut dire que cette donnée a de très grandes chances d'être dans le cache. Alors qu'ici, comme on va parcourir 2 fois le tableau, donc on va mettre des données au fur et à mesure dans le cache, et on le fait pas trop mal, parce qu'on va de 2 octets, enfin pas 2 octets, parce que là on a des flots de 32, mais on se décale à chaque fois de 2 flottants. Donc ça va assez vite, on va être un peu dans le cache, mais on va reparcourir une deuxième fois le tableau. Et là, c'est dommage. Alors on va quand même le constater. On va faire un GCC test 3. Et on va faire une mesure de temps. Voilà, là on a un 8, donc ça c'est la mauvaise façon de faire. Et la bonne façon. Voilà, ici on a un 2. On est beaucoup plus rapide. Donc voilà, l'idée est utiliser le cache quand vous avez des données à traiter. Si vous savez que la donnée est immédiatement à côté, vous savez que vous avez à faire une opération dessus, favorisez d'abord l'opération sur cette donnée immédiatement à côté. Une autre petite chose qui est à moitié en rapport avec le cache, c'est le fait d'utiliser un volume de données moins important. Alors si je reprends par exemple mon programme 1, ici j'avais fait ça en float 32, donc on va voir le temps que l'on met. On va compiler ça. Donc ici, voilà, on mettait 1.8. On va voir ce que ça fait en float 64. Donc en float 64, on va prendre 2 fois plus d'espace en mémoire. Et bien sûr, comme on va ramener la même quantité d'informations dans le cache, on va en fait prendre 2 fois moins d'éléments dans notre tableau. Donc on va être plus lent. Hop, je recompile. Et là, on va voir, voilà, on passe à 2.7. Hein. C'est énorme, hein, la différence qu'il y a entre les floats 64 ou les entiers sur 64 bits et le 32 bits. Alors la plupart du temps, on n'a pas besoin de travailler en 64 bits. J'ai rarement vu le cas. Travailler en 32 bits fait qu'on réduit énormément la quantité de données en mémoire. Ça peut permettre du coup de lancer plus de travail en même temps, éventuellement, si le processeur n'est pas saturé. Ça permet aussi une copie plus rapide des données, forcément, il y en a 2 fois moins. Et ça permet, je dirais, de remplir, entre guillemets, 2 fois plus le cache, dans le sens où chaque donnée prend moins, individuellement, prend moins d'espace. Bien, pour résumer, alors déjà, on peut tenter de minimiser l'utilisation de notre espace mémoire. En évitant, par exemple, les copies. Alors déjà, en organisant beaucoup mieux nos données, on peut tenter de réduire tout ça. Les copies, on a tendance des fois à faire des copies, des fois un peu involontaires selon les langages. On peut facilement faire des copies avec des égales en Python. On ne se rend pas compte forcément que l'on recopie la donnée, mais des fois on a tendance à avoir 2, 3, 4 fois une copie d'une même donnée. Donc essayez de limiter tout ça, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Il ne faut pas oublier que la plupart du temps, dans la plupart des programmes, le gros du temps, c'est le transfert des données plus que le traitement des données. Donc limitez tout ça. On l'a vu, travailler en 32 bits plutôt qu'en 64, bah c'est bête, mais on divise le volume par 2, et on a aussi l'avantage de mettre 2 fois plus d'informations dans le cache, avec le même volume, mais 2 fois plus d'informations.
Alors, compacter la mémoire, éviter les trous. Comme on l'a vu, travailler sur une donnée, travailler sur la donnée qui est juste à côté est intéressant. Si on prend par exemple quelque chose qui est une catastrophe pour la mémoire, les listes chaînées. Les listes chaînées sont très connues, elles sont pratiques, mais elles sont catastrophiques pour la mémoire, parce que à chaque nouvel élément, on va aller faire un petit malloc, on va mettre des références en mémoire, et on va éparpiller déjà complètement les informations, et en plus, il va y avoir potentiellement des trous entre ces informations. Et ça ne nous arrange pas quand on voit comment marche le cache. Donc une bonne pratique quand on veut de la performance, c'est tout mettre dans des tableaux. C'est bête, mais un tableau, ça met les données les unes à côté des autres. Les organiser correctement de façon à pouvoir les travailler, travailler sur des données qui sont les unes à côté des autres. Donc ça, on a vu pourquoi c'était intéressant. Ce que l'on peut faire, parce que souvent quand on prend les listes chaînées, c'est qu'on n'a pas une idée de la quantité d'informations qui va arriver. Et c'est vrai que la liste chaînée, pour ça, elle est pratique. Le tableau, souvent, il faut faire un malloc au début, même s'il n'est pas interdit de refaire une réallocation plus tard. Ce qui n'est pas génial, qui consomme pas mal de temps, mais bon, on peut se débrouiller. Quand on veut de la performance, imaginons qu'on ne sache pas si la quantité de données est entre 50 informations et 100. Donc on partirait peut-être plutôt sur une liste chaînée. Faites plutôt un tableau si vous voulez aller vite. Tant pis, on consomme un peu plus de mémoire, peut-être que sur les 100, on va utiliser que 50. C'est pas grave, on aura bien compacté sa mémoire, pas de trou, on va aller vite quand on utilisera les caches. Donc voilà, voir si on veut plus de performance ou plus de mémoire. Hein. Mais on peut éventuellement gaspiller un peu de mémoire au profit de la performance. Ensuite, comme on l'a vu, si on peut, lorsqu'on traite une donnée et qu'on a plusieurs traitements à faire, il vaut mieux tous les faire en même temps. Parce que la donnée est dans le cache, ça nous évite d'avoir à y revenir plus tard. Parce qu'y revenir plus tard, probablement que la donnée va disparaître du cache et il faudra à nouveau la recharger dans le cache. Donc faire tous ces traitements au même moment et également, vous l'avez compris, sur les données qui sont juste à côté. Parce que c'est là aussi où on gagne du temps. Et enfin, utiliser des outils. Alors les outils ne vont pas directement vous faire aller plus vite bien sûr, mais ça va vous permettre de savoir si vous avez une bonne utilisation de ce cache ou pas. Et si vous voyez que l'utilisation du cache est vraiment très mauvaise, alors c'est à la fois un peu rageant, mais en même temps on peut se dire que on va pouvoir gagner en performance si on fait ce qu'il y a à faire. Voilà pour cette petite vidéo sur l'optimisation du code. J'espère que ce type de vidéo vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pourrais en faire d'autres et en faire aussi sur la partie GPU. On pourra voir comment optimiser du code, notamment avec TensorFlow. Les volumes de données étant tellement importants qu'il est vraiment, je pense, indispensable d'optimiser son code. C'est aussi intéressant lorsqu'on fait du temps réel, lorsqu'on a un flux, par exemple, sur une caméra à traiter. Optimiser vraiment son code à fond devient indispensable, est vraiment indispensable. Voilà, je ne vous ferai pas l'affront de vous laisser les deux programmes sur les tableaux, mais si vraiment vous les voulez, n'hésitez pas à me les demander, je vous les enverrai. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à dire quels sont vos trucs pour améliorer la vitesse d'exécution de vos programmes. Et en attendant vos commentaires, je vous dis à bientôt.